De plus, permettez-moi de vous présenter mon travail. S'il vous plaît, parlez bien dans le micro. Oui, oui, bien sûr. Donc, intitulé Évaluation des propriétés nutritionnelles de 2 arbustes foragers de la région humide d'Algérie, et exactement de la wilaya de Tarf. Donc, l'idée, comment ça a été commencé en quelque sorte, c'était comment on entend l'élevage des ruminants, alimentation, c'était le problème de fourrage. Comment pallier à ce problème-là? Donc, on a commencé par, en quelque sorte, on cherche les ressources végétales spontanées, qu'on peut les utiliser comme fourrage. Et après, à travers une enquête au niveau des éleveurs, pour avoir une idée pour les arbustes fourragers les plus consommés, etc. Et enfin, après la sélection des arbustes, on passe à la caractérisation nutritionnelle pour avoir la valeur nutritionnelle de ces arbustes-là. Donc, la zone d'étude, c'était l'Algérie, au wilaya de Tarf. Plus exactement, c'était au niveau de parc national. En fait, c'est la zone de l'Ayoun, voilà. C'est une zone connue par sa biodiversité végétale, d'où on a sélectionné ces deux arbustes par rapport à leur abondance et dominance dans cette zone-là. C'est Filaria media et Rubus fruticosis. Donc, vous voyez là, c'est à droite, c'est Rubus et Filaria media. Donc, pour aboutir enfin à la caractérisation nutritionnelle, on a passé par la composition primaire. Bien sûr, quelques paramètres comme la matière sèche, matière minérale, matière organique, ainsi que la détermination de la teneur des métabolites secondaires. Et enfin, on a terminé par avoir une idée sur la digestibilité, en quelque sorte la production de gaz pendant 24 heures, ainsi que le méthane. Entre parenthèses, on a réalisé d'autres analyses, c'était la cinétique de production et d'autres paramètres, vu le temps, etc. On n'a pas pu tout mettre, d'accord? Donc, voilà, c'est les étapes. Les échantillons, ils ont été collectés, 1 kg par échantillon, etc., séché, broyé, séché. Puis la détermination des fibres, la détermination de la matière azotée en utilisant le Jalda, bien sûr, la détermination des métabolites secondaires, et enfin, on a terminé par la détermination de la production de gaz à travers la technique de digestibilité. Pour les résultats, donc, en ce qui concerne la matière minérale, Rubus enregistre des teneurs les plus élevées en matière minérale. Voilà, c'est en matière minérale, elle est la plus riche, ce qui explique sa pauvreté en matière sèche, en quelque sorte pauvre en eau. Pour la matière azotée, on enregistre un faible teneur en matière azotée par rapport, bien sûr, tenez en considération que l'analyse a été portée sur les tiges et les feuilles. Donc, 2 organes, les tiges et les feuilles. Donc, pour la teneur en matière azotée, Filaria Rubus fruticosis enregistre la teneur la plus élevée en matière azotée par rapport à ses feuilles. En ce qui concerne la teneur en cellulose, en NDF, il n'y a pas des différences par rapport à la teneur entre plutôt la teneur en fibres, elle est supérieure dans les tiges par rapport aux feuilles, et elle est presque similaire en ce qui concerne les tiges par rapport aux 2 arbustes fourragers. En ce qui concerne l'ADF, il n'y a pas de différence significative. Ainsi, pour l'ADL, les teneurs enregistrées par l'ADL pour les feuilles dans les 2 saisons, hivernale et estivale, donc elles sont minimes par rapport à, ils sont plus élevés par rapport à celles enregistrées en tige et pendant les 2 saisons encore. Les teneurs en métabolites secondaires,
Rebus fruticosis enregistre les teneurs les plus élevées en phénol totaux et en tanin totaux, et cela pour les deux saisons, que ce soit l'hiver et l'été. Par contre, elle enregistre par rapport à ces tiges plutôt la valeur la plus faible en tanin condensé. Pardon. Terminons avec la digestibilité. Donc, les feuilles de Rebus fruticosis sont le plus digestibles. Ainsi que l'effet de PEG, il a eu un effet considérable. Il a augmenté le taux de digestibilité à travers le taux de digestibilité, voilà, pour les deux arbustes, que ce soit Fileria media ou Rebus fruticosis. Le PEG a diminué la production de méthane, et ça pour les feuilles de Rebus fruticosis, et Fileria media, Rebus fruticosis encore pour le mois pour les vers et l'été. De même, l'amélioration donc de la production de gaz et donc, on a constaté une amélioration de la production de gaz en utilisant le PEG pour les tiges, que ce soit dans l'hiver ou l'été. Le PEG a diminué la production de méthane pendant le mois d'hiver pour les tiges de Rebus fruticosis et Fileria media. Ainsi, on peut conclure, les résultats ont conduit à la conclusion que les deux espèces arbustifs se caractérisent par un déficit protéique qu'il conviendrait de le combler en fait par des apports extérieurs, à l'exception des feuilles de Rebus fruticosis qui enregistrent des teneurs importantes en azote. Fileria media serait plus intéressante par ses tiges dont la digestibilité est meilleure, et Rebus fruticosis serait plus intéressant par ses feuilles qui sont plus digestibles. Ce travail servira probablement de base à une étude sur le comportement alimentaire des animaux sur parcours afin de caractériser la relation entre les teneurs en composants chimiques, essentiellement secondaires, et la quantité ingérée sur parcours. Enfin, c'est peut-être cette toute petite étude, espérons qu'elle servira en fait à pallier donc les arbustes ligneux servira à pallier au déficit foragère. Et merci pour votre attention. Donc, y a-t-il des questions dans la salle? Je suis Joseph Yoka, enseignant-chercheur à l'Université Madame Gabi dans le Congo. Je voulais savoir d'abord si réellement il y a un déficit fourrager en Algérie. Il s'agit de quel déficit fourrager? Le fourrage herbacé ou bien le fourrage ligneux? Et ça m'amène à vous poser la question de savoir, la dame qui a présenté avant, là, ma chère collègue, oui. Vous avez parlé des MAT au niveau de l'arbuste étudié. Est-ce que vous avez une idée sur les MAT au niveau du fourrage herbacé? Et la deuxième question, c'est la collègue qui vient de soutenir, de présenter sa communication. Vous parlez du déficit protéique au niveau de ces deux arbustes. Au niveau des fourrages herbacés, est-ce que vous avez essayé de comparer le fourrage herbacé avec le fourrage ligneux en termes de biomasse et puis en termes d'éléments nutritifs? Voilà. Merci.
Merci pour ces questions pertinentes. Donc, quand on parle de déficit fourrageux au niveau de l'Algérie, donc sachez, monsieur, qu'il y a deux grands systèmes. On va dire, je peux dire qu'il y a deux grands systèmes dans le nord algérien, hein, parce que l'Algérie, c'est un continent. Donc, nous avons plusieurs systèmes d'élevage. Dans le nord algérien, dans la zone où je travaille, donc il y a deux grands systèmes. Il y a le système moderne, hein, avec des races importées Holstein, Friesland française, avec tout on va dire, le suivi technique, zootechnique valable comme tout ailleurs, c'est-à-dire l'agriculture fourragère en irrigué, des prairies naturelles, les soins nécessaires en matière vétérinaire et tout. Donc ça, c'est un autre système. C'est le système qui souffre justement du déficit fourrager. Pour l'autre système sur lequel on a travaillé, donc c'est le système un peu traditionnel. Donc ce système traditionnel, il est basé sur l'utilisation de tout ce qui est fourrage naturel, que ce soit sur des prairies naturelles qui appartiennent soit à l'éleveur, soit à l'État, que ce soit au niveau du maquis, donc les ressources naturelles du maquis méditerranéen, soit au niveau des forêts. Mais le système, il reste déficitaire, puisque cette zone, il ne faut pas oublier que c'est une zone protégée. Nous sommes dans une zone de parc national, donc de zone protégée de la réserve de la biosphère. Donc les éleveurs, ils ne peuvent pas quand même s'aventurer dans tout type de forêt, dans tout système pour faire un émondage ou pour couper les arbres ou pour les exploiter. Donc il y a des autorisations qui sont fournies à ces éleveurs et donc on les sélectionne, on doit les connaître pour le suivi du cheptel. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle toujours d'un déficit fourrager. D'accord? Et donc le nombre déjà des éleveurs en Algérie, on souffre aussi, nous avons un problème sur le plan statistique, c'est-à-dire on n'a pas une idée réelle des effectifs de race locale. D'accord? Même l'éleveur lui-même, comme j'ai dit, qu'on a discuté tout à l'heure, même l'éleveur, il ne sait pas combien de têtes parfois il a. Vous savez, par exemple, en hiver, au niveau de l'Aulnay, qui est une zone marécageuse, donc le niveau d'eau monte, l'éleveur, il est obligé de ramener son troupeau au niveau de la forêt. Donc, le troupeau, il reste des fois seul au niveau de la forêt. D'accord? Donc, le berger, qui n'est pas toujours le propriétaire, il fait des allers-retours pour à peu près suivre le troupeau. Les vaches arrivent à faire mise-bas, toutes seules, dans la forêt. Ils reviennent, elles redescendent au printemps vers la vallée ou vers la zone marécageuse. Donc vous voyez un peu le système, il est complexe de suivre. Et c'est pour ça qu'on continue toujours de parler de déficit fourragère. En plus, tout ce qui est naturel, monsieur, il y a un problème de tanin. Donc des fois, on arrive à donner, des fois l'éleveur, il va faire un émondage et l'animal, il refuse l'alimentation, puisqu'il sait, il détecte qu'il y a une concentration très importante de tanins, donc il évite certaines espèces. Pendant certaines saisons, ils reviennent pour les consommer sur d'autres saisons. OK? Donc pour la deuxième question, c'est... Est-ce que j'ai répondu à la première question d'abord? OK, très bien. La deuxième question? C'est par rapport à la valeur nutritive. Par rapport à l'attritif de la matière azotée. Donc ça, c'est... Donc, quand même, donc on va dire que la valeur, la matière azotée du frêne, donc le maximum a été enregistré au printemps avec 17% de matière sèche. Donc sachez, monsieur, que pour une espèce naturelle qui pousse à l'état naturel, pour un arbuste ou un arbre fourragé, c'est-à-dire dans un système naturel, donc c'est très très encourageant. Donc si on revient par exemple aux espèces cultivées, luzerne, on peut pas, donc je ne peux pas dire qu'on peut comparer les deux, puisqu'on est dans deux systèmes totalement différents, mais la luzerne, donc elle va avoir, chez nous en Algérie, donc, puisque c'est des conditions pédoclimatiques un peu spécifiques, donc elle tourne autour de 20% de matière sèche. D'accord? Donc vous voyez, donc, pour une espèce luzernière qui est cultivée, il y a des soins, irrigation, fertilisation, et tout, elle arrive à donner à peu près une moyenne, je dis une moyenne, ça peut être variable en fonction des années, bien sûr, elle peut donner jusqu'à 20 pour une espèce naturelle qui vous offre 17% de matière sèche en MAT, avec un taux c'est-à-dire de tanin qui est faible et une production de méthane qui est très importante. Je pense que c'est très très encourageant pour les éleveurs. Ça, c'est la deuxième question. Il y a une troisième question. Peut-être on va prendre une autre question courte et pour avoir notre réponse, juste pour diversifier un peu les questions et les points de vue. Alors, merci. Guillaume Audebert de l'INRA Ferluse à Lusignan. Bon, vous avez en partie répondu à ma question. C'était comment sont exploités, comment sont consommés ces arbres.
Vous avez parlé des mondages. C'est les mondages, oui. Voilà, principalement, il n'y a pas de pâturage ou... Non, il y a au niveau de l'année, donc le pâturage est assuré par les 3 catégories d'animaux, c'est-à-dire de ruminants, bovins, ovins, caprins. Donc le caprin, donc il se débrouille tout seul. Donc le caprin, il a sa méthode d'approche. Maintenant, l'ovin, c'est surtout tout ce qui est herbacé. Donc il a aussi son comportement qui est un peu spécifique. Et on a étudié aussi les comportements puisqu'il étudie. La première présentation, elle a étudié les trois espèces avec les différentes catégories pour voir un peu la structure hiérarchique du troupeau à l'intérieur de l'année, comment il fonctionne. Maintenant, pour le bovin, ça c'est notre talon d'Achille qui est un peu fragile, qui est un peu exigeant. Ils font de l'émondage, et plus ou moins un émondage contrôlé, et pas tout le temps contrôlé, puisque les éleveurs dépassent de temps en temps la loi. On peut dire souvent. Une dernière question. Ouais. Oui, c'est la réalité. Merci. Moi, je vais poser la question par rapport aux fortes teneurs en protéines, du rôle des aulnes par rapport à la nutrition. Est-ce qu'il y a des transferts, est-ce que c'est connu, s'il y a des transferts d'azote de l'aulne aux frênes? Et est-ce qu'il y a des comparaisons, par exemple, sur cette espèce de frêne de teneur en protéines quand ils poussent en dehors de zones de fixatrices d'azote? Oui, merci. Donc, je peux commencer par la dernière partie, puisque j'ai la réponse tout de suite. Donc, pour les frênes, là, donc, nous avons notre collègue qui est avec nous, donc Boudouchiche, Madame Boudouchiche, elle a beaucoup travaillé sur les frênes dans les différents systèmes, on va dire, dans les différents sols. Et donc, elle a trouvé à peu près, on a trouvé qu'au niveau de l'aulnée, c'est les valeurs les plus importantes, que ce soit en matière de matières azotées ou minéraux, comparativement à des prairies ou forêts ou le maquis, où le frêne reste toujours avec des valeurs intéressantes, mais un peu moins importantes. Et ça a été utilisé dans la discussion au niveau de la publication. Donc, on a utilisé ces publications pour discuter les résultats du frêne. OK. Pour la première question, le transfert, personnellement, je n'ai pas étudié. Et personnellement, je ne sais pas comment... Je n'ai jamais été intéressée par ce transfert, mais donc... vous m'ouvrez une porte, une perspective que je remercie pour voir s'il y a vraiment un transfert de ce genre entre les arbres pour voir un peu l'intérêt de cette aulnée. Donc, je vous remercie. Ok, ben, merci. On va clôturer cette... Il y a peut-être une partie... je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres questions.